Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, l'UNICEF alerte et demande à tout bienfaiteur de l'aider à réunir les fonds destinés à venir en aide aux vulnérables burundais, en l'occurrence les femmes et les enfants. C'est au moment où cette ONG internationale dit n'avoir pas encore pu collecter le quart du montant nécessaire pour cette année. Le numéro 1 burundais doit apprendre à concrétiser ses promesses au lieu de se contenter des beaux discours. C'est du moins le point de vue du président de la Sephora Arusha qui estime que les Burundais sont en droit de connaître l'identité des responsables du détournement de plus de 54 milliards destinés à la construction du barrage de Manda. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des contestations des fonctionnaires de la commune Mishiha, forcés de cotiser pendant plus de 2 ans pour la construction d'un hôpital de la place. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Ouvrons notre journal par la page gouvernance où les Burundais doivent être informés de la suite réservée au détournement de plus de 54 milliards de francs burundais alloués à la construction du barrage de Manda. Sinon, les discours du président pourraient être considérés comme de la propagande. Réaction du politique Frédéric Bamvuginyumvila, cet ancien vice-président de la République du Burundi, s'exprime après que le numéro 1 burundais ait promis, il y a de cela plus d'1 an, de dévoiler et sanctionner les responsables de ce vol. Suivez Frédéric Bamvuginyumvila, ancien vice-président du Burundi et président de la Sephora Arusha. J'ai suivi avec intérêt les déclarations du chef de l'État à la centrale hydraulique de Dompanda qui était en construction. Mais voilà qu'il promettait aux Burundais que dans 2 semaines, il allait nous donner ce qui s'était passé parce qu'au même moment, il chargeait le ministre de l'Énergie de tout faire pour informer le chef de l'État l'évolution de ce dossier. Ce que peut-être qu'on n'a pas su, est-ce qu'il voudrait que le rapport de monsieur le ministre de l'Énergie soit un rapport donné au chef de l'État, qu'il puisse être conservé et savoir exactement l'évolution de la situation possible, ou il devait après tout informer le peuple burundais sur l'évolution de ce dossier. Je m'attendais justement, étant donné qu'il s'est donné officiellement, il devait donner l'information officiellement sur comment cet argent a été utilisé. Cet argent a été utilisé peut-être de manière inadéquate parce que tout le monde est au courant que chaque fois qu'il y a une histoire de grosse comme cela, cette histoire, cette affaire doit être gérée et connue par le parti. À ce moment-là, au moment où cet argent était alloué à la construction de la centrale hydraulique d'Ompanda, le président de la République actuelle était, à cette époque-là, le président du parti. Donc, ceci peut expliquer cela à tel point que nous pouvons nous poser des questions. Est-ce que le président est en train de suivre l'utilisation des affaires publiques ou il est en train de peut-être faire de la propagande en s'étonnant publiquement de l'utilisation de cet argent? En tout cas, s'il veut prouver qu'il ne se tenait pas comme nous tous, il doit montrer que l'argent a été mal utilisé et il doit informer au peuple burundais et non pas garder l'information secrète au bureau du chef de l'État. Non, il faut qu'il informe tout le peuple burundais pour partager justement cette information comme il a cherché à nous partager son étonnement. Sinon, on ne peut pas expliquer ce qui se serait passé autrement. En parlant justement de la mauvaise gestion de la chose publique, les multiples descentes effectuées par le chef de l'État sur les lieux où se déroulent les travaux publics témoignent de l'inaction des structures administratives et techniques chargées de surveiller et d'évaluer ces projets et du flou qui caractérise ces activités visant le suivi au Burundi. Réaction de Faustin Ndikumana, président de l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement
des mentalités passément en sigle. Faustin Ndikoumana estime que le président Évariste Ndayishimiye devrait plutôt revoir ce système de contrôle. Suivez Faustin Ndikoumana, président de la PARSEM. Que le président de la République organise des descentes pour aller vérifier l'état d'exécution des travaux, la construction d'infrastructures diverses, c'est une bonne chose et c'est une chose nécessaire, mais quand même pas suffisante. Parce que il faut d'abord évaluer le système, il faut analyser le système de suivi et évaluation des projets tel qu'il est organisé de façon administrative. Qui est chargé d'évaluer quoi, quand, à quel rapport, dans quelle réunion. Le ministre de tutelle est chargé de quoi, les directeurs généraux sont chargés de quoi, les services techniques du ministère sont chargés de quoi. Les rapports sur la mise en œuvre du projet sont produits à quel rythme, ils sont débattus à quelle occasion, dans quelles circonstances, dans quelles réunions. C'est-à-dire des conseils des ministres de quoi. Il faut que tout cela soit traduit dans la réalité et dans les faits. Et encore une fois, au niveau technique aussi, il y a des maisons de surveillance, des travaux qui sont recrutés. On ne peut pas laisser une entreprise construire une route, construire un barrage alors qu'il n'y a pas de méthode de surveillance. J'imagine qu'il faut que tous les aspects techniques de suivi et évaluation soient mis sur place et le suivi administratif, parlementaire soit mis sur place et le suivi érudit citoyen organisé par les médias, les organisateurs de la société civile, les citoyens qui doivent aussi s'intéresser à la mise en application des projets à partir du journalisme et de l'investigation. J'imagine que c'est une action qui devait être organisée sous forme de système de collaboration, sous forme de synergie pour créer des résultats. Sinon, bon, tel projet dans la régie des eaux, en régie de l'otage, si on fait une analyse globale de la situation, je dis que c'est une maladie, c'est un cancer. Regardez combien de temps beaucoup de barrages passent alors que les travaux ne sont pas encore terminés au niveau de la construction. C'est aberrant. Je crois que c'est une situation qu'il faut analyser en profondeur. Gouvernance toujours, le comportement d'intimider les membres qui ne sont pas du parti au pouvoir doit cesser car la loi burundaise autorise le multipartisme. Réaction de Gervais Nibigila, vice-président du réseau des citoyens probes, RCP en sigle. Il réagit après que deux responsables du parti CNL viennent de passer une semaine au cachot du commissariat de Kayogoro sur ordre de l'administrateur de la place qui les accuse de s'être substitués aux notables collinaires récemment élus. Gervais Nibigila qui demande la libération de ses membres du parti d'Agatongwassa car incarcérés illégalement et injustement suivis. Premièrement, l'emprisonnement est une exception mais n'est pas une règle et c'est pourquoi alors, si une personne a commis une infraction, elle doit être libre jusqu'à ce que la justice se tranche s'il ne s'agit pas des infractions qui peuvent causer des ennuis au niveau de la localité où l'infraction a eu lieu ou s'ils peuvent cacher ou peuvent faire disparaître les signes qui montrent l'acte, qui montrent l'infraction. Et deuxièmement, l'administration a ce rôle et la justice aussi a ce rôle. Et c'est à la justice de mener des enquêtes s'il y a des infractions commises dans telle ou telle localité. Et c'est pourquoi il est incompréhensible, par exemple, que l'administrateur de la commune Kayogoro s'arroge le droit d'arrêter de faire emprisonner deux personnes sans mener aucune enquête, sans suivre aucune loi. Et troisièmement, alors, nous demandons la libération de ces deux personnes pour qu'ils répondent à la justice étant libres, étant donné que même l'OPG n'a pas encore eu de charge sur les deux personnes emprisonnées il y a une semaine. Et quatrièmement, nous remarquons qu'il y a l'intimidation qui continue envers les membres des partis d'opposition. Des partis ne sont pas d'obédience des partis au pouvoir, mais nous rappelons également que le pays a accepté le multipartisme et doit alors respecter les autres membres des partis qui ne sont pas des partis au pouvoir et pour que le Burundi ait la paix intégrale et le développement intégral, sinon le pays ne pourra pas avancer s'il y a une justice pour les uns, une justice pour les autres. Donc il y a des emprisonnements arbitraires qui freinent le développement, mais aussi la vérité et des personnes. C'est pourquoi l'administration doit laisser les autres membres des partis jouir leur liberté dans leur mouvement, mais aussi dans leur façon de faire, tout en respectant les lois du pays.
Dokayogoro, rendons-nous à Kavedi où la colline Ramba de la zone Ramba en province Bujumbura vient de passer près de 3 mois sans administratif. Celui qui était à la tête de cette colline a été limogé, mais les membres du parti CNDD-FDD au niveau de la commune Kavedi ne parviennent pas à s'entendre sur son remplaçant et cette vacance de poste semble avoir paralysé les activités de toute cette colline. Les détails avec Marie-Ange Irakodze. Il y a environ 3 mois que le chef collinaire Vincent Nimenya a été démis de ses fonctions. Selon notre source sur cette colline, cet administratif a été évincé, accusé de concubinage. Mais il n'a toujours pas été remplacé à cause du bras de fer qui s'observe au sein de son parti d'origine, explique notre source. Au sein du parti CNDD-FDD, il y a 2 blocs. L'un refuse que cet ancien chef collinaire soit remplacé par un membre de la famille de l'administrateur, ce que l'administrateur réfute car, selon lui, cette parenté dont il est question est en 4e position, ce qui rend donc impossible son choix. De l'autre côté, il y a ceux qui veulent que l'ancien chef de colline soit réhabilité dans ses fonctions, à condition qu'il renonce à l'une de ces 2 femmes. Cette mésentente autour du remplacement de ce chef de colline Ramba cause du tort aux habitants de cette colline qui n'ont plus où soumettre leurs doléances. Chaque lundi, il y a une réunion de sécurité au bureau de la commune en l'intention des chefs de colline, mais la colline Ramba n'est pas représentée. En plus de cela, les habitants qui sont lésés ou qui veulent l'un ou l'autre service de la part de l'administration à la base ne savent plus à qui s'adresser en l'absence de leur chef de colline. Les habitants de la colline Ramba demandent aux autorités habilitées de se conformer à la loi et de leur doter d'un chef de colline car, selon eux, cette vacance de poste, comme déjà, a engendré du désordre. Marie-Ange Irakodze, je vous le disais en titre, les fonctionnaires de la commune Mishiha en province Changuzo ne décolèrent pas et pour cause, ils ont été sommés de contribuer une somme de 3 000 francs burundais par mois pour la construction de l'hôpital de la place et ce, pendant plus de 2 ans. Ces fonctionnaires indiquent que des réunions de sensibilisation sont tenues à cette fin par différentes autorités qui menacent même de ne pas livrer certains documents administratifs à ceux qui refuseraient d'obtempérer. Suivez un des fonctionnaires de la commune Mishiha qui s'est confié à la RPA. Nous, les fonctionnaires de la commune Mishiha, nous nous insurgeons contre la mesure qui nous oblige de signer un ordre de virement permanent donnant accès à nos comptes. Des réunions incessantes ont été tenues ces derniers jours, dirigées par le secrétaire permanent de l'administrateur ainsi que les chefs de différents services pour cette fin. On peut évoquer une réunion qui a eu lieu le 12 octobre sous la direction du secrétaire permanent de l'administrateur et la dernière a été tenue le 24, dirigée par l'inspecteur communal des écoles primaires. L'objectif de ces réunions était d'obliger à chaque fonctionnaire de signer cet ordre de virement. Il nous exige de payer une somme de 78 000 francs pendant 26 mensualités, c'est-à-dire 3 000 francs par mois. Nous avons mal accueilli cette mesure parce que c'est une grosse somme. De plus, nous sommes attristés par le fait qu'ils nous disent que nous n'allons bénéficier d'aucun document, que ce soit des attestations de service ainsi que d'autres documents délivrés par la commune, comme des attestations de naissance pour les enfants, etc. Nous supplions le gouverneur de la province de Changuzo et le ministre de l'Intérieur de suivre de près ce qui se passe en commune Mishiha. Il faut qu'ils demandent des explications à l'administrateur sur cette mesure prise et nous ne comprenons pas comment ce sont les citoyens qui construisent l'hôpital. Ça, c'est le rôle du gouvernement et la contribution devrait se faire volontairement. Nous demandons avec insistance que cela cesse car nous voyons que c'est un fardeau qui pèse sur nous. Parlons à présent diplomatie où après des vagues d'interception et de refoulement des Burundais qui se dirigeaient vers la Serbie ces derniers jours, le gouvernement du Burundi a signalé que désormais seuls les détenteurs des passeports diplomatiques et des passeports de service étaient exemptés de visa. Ce mardi, lors de la présentation du bilan trimestriel, le ministre des Affaires étrangères a précisé que les autres catégories doivent chercher des visas pour se rendre en Serbie. Suivez.
Chaque pays a la souveraineté qu'il faut pour prendre des décisions qu'il souhaite prendre. C'est aussi pour dire qu'en matière de relations ou de conventions, des accords entre les États, ces relations sont souvent basées sur la confiance mutuelle. Si un pays X ne parvient pas à mettre en application de tels accords, le pays Y ne peut pas saisir la Cour internationale pour dire que l'autre pays n'a pas appliqué les mesures contenant dans cette convention, dans cet accord. Donc il s'agit d'une décision souveraine que nous respectons, mais je tenais absolument à dire que la mesure ne concerne pas les Burundais qui veulent y aller avec visa. La mesure concerne uniquement les Burundais possédant des passeports ordinaires qui souhaiteraient y aller sans visa. Donc cette mesure a été prise. Nous avons obtenu une note d'information là-dessus. En ce qui concerne les Burundais qui seraient bloqués dans les différents aéroports dans plusieurs pays en partance vers la Serbie, nous suivons cette question de très près. Nous allons continuer nos échanges avec le pays concerné, mais aussi les pays où ces Burundais se trouvent, mais surtout les compagnies aériennes qui ont accepté de vendre les billets à ces Burundais en partance vers la Serbie, pour que ces Burundais bloqués ne soient pas vraiment en difficulté majeure, pour qu'ils soient tout au moins, s'ils ne parviennent pas à continuer leur route vers la Serbie, tout au moins revenir avec dignité dans leur pays. Et une fois arrivés au Burundi, ils pourront cette fois-ci appliquer pour obtenir leur visa pour se rendre dans ce pays. Sur la question de savoir si le Rwanda avait remis les présumés putschistes de 2015 avant que le Burundi ne décide de rouvrir ses frontières, le ministre Albert Shingiro a dit que les négociations se poursuivaient. Vous avez constaté que les frontières terrestres, maritimes, aériennes du Burundi sont ouvertes à la circulation de tous les citoyens de la région, y compris des citoyens de notre voisin du Nord. Et il a demandé que, auparavant, nous avions posé la question d'abord un préalable pour que les putschistes qui sont hébergés, nourris à Kigali soient remis à la partie burundaise. Mais je dois dire que les discussions sur cette question sont parfois difficiles, seront peut-être longues, mais nous y sommes. Nous pensons que le pays frère, le Rwanda, ne pourra pas interchanger les relations de bon voisinage, de fraternité, de coopération avec notre pays, avec le maintien de ces putschistes à Kigali, qui personnellement, je les qualifie de visiteurs gênants pour ce pays. Ce pays doit pouvoir nécessairement trouver une façon de s'en débarrasser. De la diplomatie parlant coopération, où l'organisation luttant pour le bien-être de l'enfant UNICEF en sigle fait savoir qu'il n'a pas encore pu avoir même le quart des 22 millions de dollars américains qu'il prévoit d'utiliser pour subvenir aux besoins de ses enfants et des femmes burundais en situation de crise humanitaire. L'UNICEF qui en appelle à toute organisation charitable d'intervenir afin de sauver ces personnes en situation de vulnérabilité. Le point avec Émile Nebasombre. L'UNICEF affirme avoir jusqu'au 30 septembre 2022 collecté seulement 24% des 22 millions de dollars américains du montant nécessaire pour répondre aux besoins des enfants et des femmes burundais pour cette année 2022, ce qui semble presque impossible à voir la diminution des aides dont il avait besoin pour s'occuper de cette catégorie de personnes, à savoir les enfants et les femmes en crise humanitaire, les déplacés, les rapatriés, ainsi que des enfants qui ont besoin d'être enregistrés. Ici, l'UNICEF a tenu à signaler que les pays donateurs ne contribuent plus comme avant et les appelle à redoubler d'efforts pour pouvoir être à mesure de poursuivre sa noble mission qui est celle d'assister les nécessiteux. D'après l'UNICEF, avoir la baisse de l'aide qui provenait de ses partenaires et compte tenu de l'inflation et la cherté de la vie au Burundi, une aide d'urgence est plus que nécessaire pour protéger les enfants et les femmes. Et l'UNICEF de souligner que souvent en cas d'extrême pauvreté ou toute autre catastrophe, ce sont les enfants et les femmes qui souffrent beaucoup, vu que les enfants sont contraints d'abandonner l'école, sans parler d'autres formes de violence dont ils subissent. Leurs mères aussi se retrouvent dans la même situation, ce qui la plupart du temps finit par les pousser au vagabondage sexuel. D'où l'UNICEF invite tout philanthrope à s'impliquer davantage pour que cette aide soit disponible avant que la situation ne dégénère. En
En page société, les agriculteurs de différentes localités de la commune Rutovu en province Bururi craignent une famine imminente suite au manque des fertilisants. Ils indiquent qu'ils ont payé l'engrais FOMI depuis plus d'un mois, mais la plupart d'entre eux n'ont rien reçu jusqu'à présent. Ils précisent qu'ils entendent parler seulement d'une distribution en cours de ces fertilisants, mais ces derniers se volatilisent dans un laps de temps. Le point avec Onésime de Chimagiz. Les agriculteurs de toutes les 22 collines qui comptent la commune Rutovu s'inquiètent du manque criant de fertilisants. Ils font savoir qu'ils ont payé à temps l'argent pour l'achat de l'engrais FOMI, mais la plupart d'entre eux attendent toujours d'être servis. Ils déplorent avoir enregistré un retard pour cette saison culturelle A, car ceux qui ont eu les fertilisants à temps ont profité de la tombée des premières pluies pour semer. Ce citoyen indique qu'il perd beaucoup de temps à la recherche de l'engrais FOMI dans différents centres de distribution de ce produit. L'engrais FOMI est distribué à Muyogoro, à Chondi et à Rutovu, mais on n'en trouve pas partout. On parcourt tous les centres de distribution de ce produit munis de reçus de paiement, mais on rentre bredouille. Ça fait plus de 3 semaines que je suis à la recherche de l'engrais FOMI, mais je n'en trouve pas. La saison pluvieuse a déjà commencé, les autres ont déjà sommet. Nous demandons au président de la République de passer des paroles aux actes, car nous avons constaté que même la plupart de ces décisions ne sont pas exécutées. Nous avons payé à temps pour avoir ces fertilisants, mais on n'en trouve pas partout dans cette commune. Peut-être qu'ils sont détournés pour être vendus ailleurs. Cette population de la commune de Rutovu s'indigne du mauvais service rendu par la société FOMI, qui produit peu d'engrais alors qu'il a le monopole. Il déplore aussi l'incompétence du pouvoir en place qui ne facilite pas au moins les importateurs pour rendre ce produit disponible partout au pays. Sous le régime précédent, on achetait les engrais chimiques dans les boutiques à bas prix. Mais aujourd'hui, on nous a trompés qu'avec la mise en place de l'usine FOMI, tout ira bien. Au contraire, le citoyen lambda éprouve aujourd'hui d'énormes difficultés pour avoir ce produit. Même celui qui est attrapé en train de vendre l'engrais chimique dans sa boutique est sanctionné comme un criminel attrapé en possession de stupéfiants. Nous demandons au gouvernement de permettre aux commerçants d'importer l'engrais chimique en grande quantité pour faciliter le travail des agriculteurs. La population de la commune de Rutovu demande aussi à l'administration communale et à la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage de suivre de près la distribution de l'engrais FOMI, car il serait détourné pour être vendu ailleurs. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Joseph Ndaikeza, administrateur de la commune de Rutovu, mais sans parvenir. Onésime Dushimagize de Bururi cap sur Bujumbura pour vous parler cette fois-ci des inquiétudes des habitants du quartier Ruziba. Nous sommes en zone Kanyosha de la commune Muha, des inquiétudes relatives à l'insalubrité qui s'observe à l'abattoir traditionnel de la place. L'odeur nauséabonde que dégagent des déchets en provenance du bétail abattu fait craindre le pire aux habitants des alentours qui redoutent d'attraper des maladies des mains sales. Le point avec Elos Divin Remesha. L'abattoir dont il est question est situé tout près du pont de la rivière Mugere au quartier Ruziba de la zone Kanyosha. Selon les habitants de la localité, le gros du bétail qu'on y abatte est constitué de vaches, de chèvres et de moutons dont les viandes sont écoulées dans les différents marchés de la commune Muha ainsi qu'en dehors de la dite commune. Pourtant, malgré les avantages que procure cet abattoir aux habitants de la place, ces derniers regrettent qu'il met également en danger leur santé de par l'insalubrité notoire qui s'y observe. Témoignage d'un habitant de la zone Kanyosha. C'est honteux de voir l'insalubrité qui se trouve au niveau de cet abattoir. Il n'y a pas de bâtiment et on abat le bétail à ciel ouvert. Tous les déchets et le sang du bétail abattu restent là-bas. Et quand la pluie tombe, bonjour les dégâts. En effet, tous ces déchets se déversent dans la rivière Mugere. Ces eaux sont polluées alors qu'il y a des gens qui utilisent de l'eau de cette rivière. De plus, des mouches pullulent à longueur de la journée à cet endroit. Inquiets, ces habitants demandent aux autorités habilitées de hâter la finalisation des travaux de construction d'un abattoir moderne pour pouvoir un peu souffler. Il y a longtemps qu'on débutait les travaux de construction d'un nouvel abattoir, mais il n'est toujours pas fini. En fait, c'est comme si ce chantier a été suspendu. Donc, ceux qui abattent le bétail n'ont pas d'autre choix que de continuer à exercer à cet endroit bordant la rivière Mugere. À ce propos, nous avons essayé de contacter Devote Ndaisenga, administrateur de la commune Muha, mais sans succès.
Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici qu'on prend fin le journal en français de ce mercredi 26 octobre 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Je vous souhaite de passer une excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.